Hold'em Masterclass numéro 76. Simuler un monstre. Il existe de nombreuses sortes de bluffs au poker, au point qu'un auteur américain du nom de Matt Lessinger leur a consacré un livre entier. Mais le plus spectaculaire de tous est sans conteste le bluff sans filet, le bluff total, où le bluffeur n'a aucun espoir de main et joue entièrement son coup sur le fait que ses adversaires ne vont pas payer ses relances. Cette manœuvre implique une très bonne lecture des adversaires car il s'agit alors d'avoir deviné qu'ils ne possèdent pas une main susceptible de suivre. Il faut aussi que leur tapis soit assez profond pour ne pas payer les relances en se disant qu'ils sont trop embarqués dans le coup pour en sortir, mais assez peu profond aussi pour que suivre les relances représente pour eux un assez gros sacrifice. Nous allons voir dans cette Hold'em Masterclass que la position a elle aussi une grande importance. Nous sommes en janvier 2007 à Melbourne, en Australie, lors du plus gros tournoi australien de l'année, les fameux Aussie Millions. Mais il ne s'agit pas ici du tournoi, il s'agit d'une partie de cash games qui a même été retransmise à la télévision. On y retrouve de grands champions qu'on a l'habitude de voir dans une autre émission dédiée aux cash games, High Stakes. Rappelons que la différence majeure entre le cash games et le tournoi est que les blindes n'augmentent pas, donc le temps qui passe ne joue pas contre les attentistes. Il y a bien sûr d'autres différences que nous avons abordées dans des cours précédents, notamment le fait que les joueurs ne se battent pas pour leur survie, mais pour leur fortune personnelle, leur argent, ce qui est bien différent. Notamment, on voit plus de joueurs entrer dans des coups avec des mains marginales en cash games qu'en tournoi. La leçon finale vous sera donnée par un champion du monde, Tom McEvoy, qui a gagné le titre suprême en 1983. Tom est un vrai pro du poker et il a été un des premiers à donner des conférences de poker outre-Atlantique. Il a écrit de nombreux manuels qui font autorité et nous sommes honorés qu'il soit expert auprès de l'école française de poker. Vous pourrez aussi bien l'écouter en version originale qu'en version française. La partie qui nous sert d'exemple ici est une partie à 8 joueurs à 300-600 $ avec des antés de 100 $, ce qui signifie qu'avant même que le premier joueur ne parle, le pot contient déjà 1700 $. Le tapis moyen est d'environ 100 000 $ australiens. Notre personnage n'est autre que Phil Ivey. C'est un joueur américain qui fait partie sans conteste des 10 meilleurs joueurs mondiaux. C'est un joueur agressif, bluffeur, patient, mais aussi un parfait lecteur d'adversaires. Bref, un joueur complet, aussi complet qu'on peut en rêver quand on joue au poker. C'est aussi un joueur réputé pour sa courtoisie, ce qui le rend agréable à jouer. Nous sommes en position du petit blind. C'est une position qui n'est généralement pas recherchée, mais il y a une permanence chez les très grands joueurs. Ils sont à l'aise, quelle que soit leur position. L'avantage de cette position est que le joueur parle en avant-dernier pré-flop et en tout premier à partir du flop. Or, un joueur qui parle en premier a toute l'attitude pour attaquer le premier, ce qui est forcément du goût des joueurs agressifs. Et nous sommes un joueur agressif en tant que Phil Ivey. Notre main est composée du 6 de cœur et du 4 de carreau. C'est la 144e main sur les 169 mains possibles, comme vous le constatez vous-même. Elle est donc en queue de peloton et il n'y a pas grand-chose à en espérer. Tirage à quinte peu probable, tirage à couleur encore moins probable, qui aboutirait en plus à une couleur probablement battue, et paire faible. Même le débutant de base sait que c'est une main à jeter. Quatre joueurs passent, Patrick Antonius relance à 2000, David Benjamin sur-relance à 7000, le bouton passe, nous relançons à 25 000, Antonius passe, et Benjamin paye les 18 000 supplémentaires. Les quatre premiers joueurs passent les uns après les autres, jusqu'à Patrick Antonius, un Finlandais, qui relance à 2000. Le joueur suivant est français et porte le nom de David Benjamin. Il surrelance immédiatement à 7000. Le bouton passe et c'est à nous de parler. Le pot contient déjà 10 700 et il faut bien reconnaître qu'il est rondelet. Nous devons de toute façon passer car nous ne pouvons pas décemment suivre ici avec notre main qui a si peu d'espoir de faire la meilleure combinaison. Mais il reste toujours la possibilité de bluffer. Et comme cela fait de nombreux coups que nous ne sommes pas entrés, cela ne va étonner personne si nous relançons. Vu d'extérieur, nous avons trouvé enfin une belle main et nous voulons la rentabiliser. Donc nous relançons, mais pour avoir une chance de prendre le pot tout de suite, nous faisons non pas une relance au double, mais entre le triple et le quadruple, une relance à 25 000, ou plus exactement une sur-relance, puisque nous surrelançons un sur-relanceur. À 25 000, pourquoi? Parce que nous voulons savoir si un de nos adversaires a une très bonne main ou pas. S'il a les as ou les rois, il va très probablement envoyer le tapis. Dans les autres cas, il va juste payer ou passer.
Antonius passe, ce qui n'est pas étonnant car il était pris en sandwich, chose très désagréable quand on n'a pas une main de tout premier ordre. Mais Benjamin finit par payer après avoir réfléchi quelques secondes. Donc notre bluff préflop a raté son but qui était de voler le coup tout de suite. Nous allons maintenant appliquer la deuxième partie du plan qui va dépendre de la nature du flop. Le pot contient 53 400. Le flop est tout à fait menaçant puisqu'il comporte à la fois une possibilité de quinte, de tirage à couleur, de tirage à quinte, et deux grosses cartes que sont le valet et le roi. Vis-à-vis de notre main, ce flop n'est d'aucun secours. Nous ouvrons à 37 000 et Benjamin passe. Ce flop ne nous arrange en rien, et finalement c'est bien ce que nous souhaitons secrètement, car tout dans notre façon de jouer au flop indique que nous avons les as ou les rois en main. Donc, même si notre adversaire a as-roi en main, ce qui aurait été une erreur de nous payer préflop, il n'a qu'une paire de rois et doit se sentir en danger contre nous. D'ailleurs, vu comment il a joué préflop, nous ne craignons finalement que deux mains chez lui, c'est le brelan droit ou de valet, car payer préflop aussi cher avec les 9 en main aurait été une erreur. Nous ouvrons aux deux tiers du pot à 37 000, et Benjamin passe. Nous avons gagné le coup, et nous avons augmenté notre tapis de 28 400 $. La leçon du jour porte sur le bluff en troisième relance qui est toujours délicat à manier parce que dangereux. C'est aussi une manœuvre qui requiert beaucoup de courage. Combien de gens oseraient envoyer des jetons en quantité avec une main aussi faible que 6-4 dépareillé sur un coup qui a été relancé, puis sur-relancé, et au flop, poursuivre l'attaque? En fait, très peu de gens peuvent jouer de cette manière en étant gagnants au final. Phil Ivey exploite ici son image de superstar du poker, celle d'un joueur hyper agressif. Essayez donc de le copier. Celui qui se risque à le copier va probablement rater son coup. Et c'est vrai que s'il joue comme ça, c'est parce qu'il lit d'une manière exceptionnelle ses adversaires. Je ne saurais pas dire quelle information il a eue sur ses adversaires qui l'a poussé à jouer de cette manière, qui relève plus ou moins de la démence, mais enfin, ça doit être une information excellente. Il est vrai aussi qu'il est trop simple parfois de se contenter de jeter ce type de main. Or, on voit bien ici que Phil Ivey a un avantage de position. Il essaie évidemment de voler le pot directement, mais si jamais un joueur le paye, il va pouvoir attaquer le premier au flop, ce qui lui donne une deuxième chance d'enlever le pot d'autorité. Quand le flop n'a rien de méchant, quand il n'y a aucun tirage, aucune grosse carte, on peut attaquer à la turn pour faire le vol classique. Mais il est aussi possible d'exécuter un vol de cette manière au flop quand celui-ci présente des possibilités multiples, comme c'est le cas ici. Seuls quelques joueurs peuvent jouer de cette manière. Ils jouent exactement comme s'il était max, comme s'il avait la paire d'as. Pour ce qui me concerne, c'est ce que j'aurais fait aussi si j'avais eu la paire d'as en main. Cela peut marcher pour lui justement parce qu'il sait comment transformer ces attaques-là en succès et puis parce qu'il a aussi les moyens financiers de le faire. Et pour la grande majorité des joueurs, c'est le meilleur moyen de perdre de l'argent sur le long terme. Surtout quand on essaie de copier un joueur qui joue de cette manière, on a les meilleures chances de se détruire et de jeter son argent par les fenêtres. Pour compléter le propos de Tom, ajoutons que cette manière de jouer n'est en aucun cas orthodoxe et qu'elle doit être en plus réservée aux cash games, car il serait trop bête en tournoi de gâcher les gains précédents sur une tentative de forcing au bluff total comme on vient de le voir. Il reste à rappeler que sur ce coup, Phil Ivey ne joue pas comme un hyper agressif aveugle, sinon il aurait plutôt relancé all-in préflop en étant en mauvaise position. Bien au contraire, ici il relance fortement mais n'envoie pas le tapis, et il planifie son bluff dès sa surrelance préflop. Il sait alors qu'il a deux solutions. 1. Soit personne ne le paye et il a alors gagné 9 900 $ et on passe au coup suivant. 2. Soit au moins un joueur le paye et il reste encore le flop, qui peut lui donner une occasion de poursuivre son attaque en bluff. La nature du flop est idéale pour lui, alors il continue cette attaque et Benjamin ne peut en aucun cas payer. Si vous revenez en arrière dans le coup et si vous cliquez sur les cartes du français, vous vous apercevez qu'il avait paire de 10. Et bien que le flop lui donne un tirage à quinte ventral, il est hors de question pour lui de le tenter ici à un prix aussi élevé, puisqu'il voit déjà Ivey avec au moins une paire de rois, si ce n'est un brelan. On note au passage une chose amusante, à savoir que le flop comporte un 9 et qu'Antonius a passé avec 2 9 en main. Imaginons qu'Antonius ait été à la place de Benjamin avec ses 9. Benjamin aurait probablement passé à cause de sa mauvaise position de sandwich. Antonius aurait probablement payé Ivey en fin de parole et tout aurait été différent au flop car Antonius aurait touché son brelan. Mais ce qui est curieux ici, c'est qu'il n'est pas si sûr qu'il aurait payé l'ouverture d'Ivey à 37 000. Pourquoi? Parce qu'Ivey a joué comme s'il avait la paire de rois ou d'as en main, donc du point de vue du Finlandais, le flop lui aurait peut-être donné un brelan supérieur qui battait son brelan de 9. Voilà un coup qui vous montre combien la position est importante au poker.